Il lui a donné la chanson qui a marqué la fin de sa vie. Elle lui a donné la carrière qui a défini le reste de la sienne. Mais sinon, je ne regrette rien, l'hymne qu'Édith Piaf a rendu légendaire n'avait en réalité jamais vraiment été le sien au départ. Pendant plus de 60 ans, Charles Dumont est resté silencieux. Il est demeuré fidèle à son image, à son mythe, à sa mémoire. Mais avant de mourir, il a enfin dit la vérité. Ce qu'il a révélé n'était pas cruel, simplement inachevé. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous n'écouterez plus jamais cette chanson de la même manière. Deux vies sur des chemins séparés. Charles Dumont était un compositeur français, pianiste, puis chanteur de chansons reconnues, dont la carrière a commencé dans une persévérance discrète plutôt que dans la célébrité. Né à Cahors, une ville du sud de la France, Dumont a passé ses jeunes années immergé dans une formation classique, tout en étant émotionnellement attiré par l'arc dramatique de la chanson populaire française. Après s'être installé à Paris, il a commencé à écrire des compositions pour d'autres interprètes, souvent anonymement ou sous des pseudonymes, afin de gagner sa vie. Il a vendu des chansons à des artistes comme Luis Mariano et Dalida, bien que son nom apparaisse rarement au générique. Dans les années 1950, Dumont a développé un partenariat créatif essentiel avec le parolier Michel Vauquer. Le duo a produit des dizaines de chansons réfléchies et émotionnellement riches, dont la plupart ont été enregistrées par des interprètes de second plan. Malgré leur maîtrise technique et la profondeur de leurs textes, le succès commercial leur a échappé. Le style de Dumont, mélodique, théâtral et résolument émotionnel, était en décalage avec les tendances plus décontractées, jazzy ou influencées par le rock qui commençaient à dominer la scène française d'après-guerre. Il n'était ni rebelle ni ironique. Ses compositions parlaient de désir, de perte et de rédemption. Elles exigeaient une voix de gravité et peu d'artistes de l'époque étaient prêts à franchir ce pas. Bien que le nom de Dumont soit à peine connu en dehors des cercles professionnels, ses pairs admiraient de plus en plus sa maîtrise de l'orchestration et du rythme dramatique. Sa musique était jugée trop grandiose pour le cabaret et trop structurée pour la pop. Il travaillait sans relâche, réarrangeant souvent ses chansons tard dans la nuit et restait fidèle à ses instincts créatifs. « Je n'écrivais pas des tubes », dira-t-il plus tard. « J'écrivais des confessions. » À la fin des années 1950, Dumont avait accumulé une œuvre sérieuse, bien que méconnue. Il était un artisan respecté, reconnu pour sa discipline et sa profondeur. Mais sans une voix assez puissante pour porter sa musique, ou une scène assez vaste pour l'accueillir, ses compositions restaient largement inconnues du grand public. Il était, selon ses propres mots, en attente de la voix capable de survivre au poids de mes mélodies. Il l'ignorait encore, mais cette voix existait déjà, et elle-même cherchait une forme de salut. Édith Piaf, quant à elle, était déjà la chanteuse la plus emblématique de France, mais son corps déclinait et sa vie se désagrégeait. Surnommée la Môme Piaf, elle était née Édith Giovanna Gassion en 1915 à Paris. Son enfance fut brutale. Abandonnée par sa mère, élevée dans une maison close par sa grand-mère et temporairement aveugle durant son enfance, Piaf a grandi entourée de survie, de traumatisme et d'instabilité. Sa voix, brute et non formée, a émergé dans la rue, où elle chantait pour quelques pièces avant d'être découverte par le directeur de cabaret Louis Leplay en 1935. L'ascension de Piaf fut rapide et nourrie par la douleur. Ses chansons, La vie en rose, Milord, L'accordéoniste, Hymne à l'amour, étaient autobiographiques dans l'esprit, sinon dans le détail exact. Elle chantait la perte, l'extase amoureuse et le chagrin violent. Elle a survécu à l'occupation allemande, aux accusations de collaboration, et à de profondes tragédies personnelles, notamment la mort de sa fille à l'âge de 2 ans, et le crash d'avion fatal de son grand amour, le boxeur Marcel Cerdan, en 1949. Chaque traumatisme façonnait son répertoire. Chaque amant devenait une chanson, chaque blessure un aria. Sa carrière fut marquée par les extrêmes.
une renommée mondiale et des maladies chroniques, des ovations debout et une dépendance à la morphine, des sales combles et des effondrements proches de la mort. Le corps de Piaf était de plus en plus fragile, ravagé par des accidents de voiture, des opérations chirurgicales et la dépendance aux médicaments. Mais sa volonté de chanter ne faiblissait jamais. À la fin des années 1950, cependant, les critiques commencèrent à douter de sa capacité à porter encore une scène. Sa voix restait iconique, mais son corps la trahissait. Ses concerts se raccourcissaient. Ses problèmes de santé alimentaient la presse à scandale. Certains se demandaient si sa carrière n'approchait pas de sa fin. Pourtant, Piaf restait défiante. « Chanter, c'est vivre », disait-elle un jour. « Si je m'arrête, je meurs. » Dans ces dernières années, elle cherchait, consciemment ou non, de nouveaux textes capables de soutenir son art et de redéfinir son héritage. Ses collaborateurs de longue date étaient soit décédés, soit tombés en disgrâce, soit déconnectés de son monde émotionnel en mutation. Elle avait besoin de nouvelles chansons, de sang neuf et surtout d'une nouvelle raison de continuer à chanter. C'est à ce carrefour, du déclin et de la résurrection, de l'obscurité et de la légende, que les vies de Charles Dumont et d'Édith Piaf allaient se percuter. Aucun des deux ne s'attendait à ce qui allait suivre, et aucun ne serait jamais plus le même. La chanson qui a failli ne jamais voir le jour. La percée qui a défini la carrière de Charles Dumont et ravivé l'héritage de fin de vie d'Édith Piaf s'est produite au cours d'un seul après-midi chargé de tension en octobre 1960 dans l'appartement parisien de Piaf, boulevard Lannes. À cette époque, Piaf était en très mauvaise santé et en plein tourment personnel. Elle s'était effondrée sur scène plus tôt dans l'année à cause d'une pancréatite et luttait contre des douleurs chroniques, l'addiction et un épuisement émotionnel profond. Elle se montrait de plus en plus irritable et extrêmement sélective quant aux visiteurs, en particulier les auteurs-compositeurs. Dumont et le parolier Michel Vauquer avaient déjà tenté à plusieurs reprises de proposer leurs chansons à Piaf, sans succès. À 3 occasions précédentes, Piaf avait refusé catégoriquement de recevoir Dumont, le qualifiant, selon certaines sources, d'amateur du Sud et se moquant de la qualité de son travail. Pourtant, grâce à l'intervention de sa gouvernante, Danielle, une 4e rencontre fut organisée sans l'accord explicite de Piaf. Lorsque Dumont et Vauquer arrivèrent le 24 octobre 1960, Piaf était furieuse. Elle les fit attendre plus d'1 heure dans son salon avant d'apparaître, visiblement hostile. Selon Dumont lui-même et le biographe Jean Nolly, elle lança d'emblée, d'un ton froid et méprisant, « Comme vous le voyez, je suis épuisée. Une chanson. Une seule. Faites vite. » Au piano, Charles Dumont présenta une chanson qu'il avait écrite avec Vauquer 4 ans plus tôt, en 1956. La version initiale, intitulée « Non, je ne trouverai rien », était destinée à la chanteuse Rosalie Dubois, mais n'avait jamais été enregistrée ni publiée. À un moment donné, Dumont révisa la composition et en réorienta l'émotion, convaincu que le message pourrait davantage résonner avec la personnalité publique de Piaf. Il la rebaptisa « Non, je ne regrette rien » et apporta de subtiles modifications à la structure afin de mettre en valeur les crescendos dramatiques de la ligne vocale. Piaf resta silencieuse pendant toute la première interprétation. Après un long moment, elle se contenta de dire « Chantez-la encore ». À mi-chemin de la seconde interprétation, elle interrompit Dumont et s'exclama, selon les témoignages, « Formidable, c'est la chanson que j'attendais ». Elle demanda immédiatement les droits pour créer l'œuvre lors de sa prochaine série de concerts à l'Olympia, à Paris. Piaf enregistra « Non, je ne regrette rien » le 10 novembre 1960 dans les studios Pathé Marconi. L'arrangement, à l'orchestration ample, soutenait sa voix sans jamais l'écraser, respectant la composition minimaliste mais profondément émotionnelle de Dumont. La chanson fut publiée peu après et connut un succès immédiat en France et dans l'ensemble du monde francophone.
Elle resta 7 semaines consécutives en tête des classements français et atteignit la première place en Belgique, aux Pays-Bas et au Canada. Le titre bénéficia également d'une large reconnaissance internationale, devenant l'un des derniers, et des plus grands, succès commerciaux de Piaf. La chanson fut rapidement adoptée par la Légion étrangère française durant les dernières années de la guerre d'Algérie, notamment par le 1er régiment étranger de parachutistes. Piaf elle-même dédia la chanson à la Légion lors de certaines prestations, renforçant son usage symbolique comme déclaration de résilience et de défi. Pour Charles Dumont, le succès de Non, Je ne regrette rien, marqua un tournant décisif. Il consacra sa réputation du jour au lendemain, lui ouvrit des portes à l'international et mena à plus de 30 collaborations supplémentaires avec Piaf jusqu'à la mort de celle-ci en 1963, au cœur de leur lien inexprimé. À la suite de la présentation triomphale de Non, je ne regrette rien en octobre 1960, Charles Dumont et Édith Piaf entrèrent dans une période de collaboration intense et extraordinairement féconde. Entre la fin de l'année 1960 et la mort de Piaf en octobre 1963, Dumont composa plus de 30 chansons pour elle, dont beaucoup sont devenus depuis des éléments emblématiques du dernier chapitre artistique de la chanteuse. Parmi ses œuvres figurent « Mon Dieu »,« Les flonflons du bal »,« Les amants »,« Qu'il était triste cet Anglais »,« Polichinelle » et « Mon vieux Lucien ». La musique que Dumont écrivit durant cette période se distinguait par sa complexité émotionnelle et sa retenue lyrique, souvent conçue de manière à laisser toute sa place à la puissance interprétative de Piaf. Ses compositions associaient fréquemment des lignes mélodiques simples à des soubassements harmoniques austères, permettant à Piaf d'explorer des thèmes tels que la mortalité, l'amour, la foi et le désespoir. Ces chansons tardives étaient nettement plus sombres et introspectives que nombre de ses œuvres antérieures. Leur collaboration fonctionnait avec une efficacité remarquable. Dumont composait généralement la musique en premier, tandis que le parolier Michel Vauquer apportait des textes en parfaite adéquation avec la sensibilité dramatique de Piaf. Celle-ci exerçait un contrôle très affirmé sur l'interprétation et la performance finale, imposant souvent des choix précis de phrasés ou des ajustements de tempo lors des répétitions. Dumont s'adapta rapidement à ces exigences élevées, gagnant sa confiance non seulement comme compositeur, mais aussi comme partenaire créatif fiable. Pendant environ 18 mois, de la fin de 1960 jusqu'au milieu de 1962, Piaf et Dumont travaillèrent presque sans interruption. Les apparitions publiques et les articles de presse alimentèrent les spéculations selon lesquelles ils entretenaient une relation amoureuse. Cette perception tenait en partie à leur proximité constante et à l'historique des liaisons très médiatisées de Piaf. Dumont, cependant, garda le silence sur ce sujet pendant des décennies. En 2012, lors d'un entretien accordé à Paris Match, Dumont aborda enfin ces rumeurs. « Je suis tombé amoureux d'elle », déclara-t-il. Mais c'était un amour sans possession, violent, mais platonique. Les gens pensaient que nous étions amants. Je les ai laissés croire. Mais la vérité était différente. Il souligna que leur lien reposait sur un besoin mutuel. Piaf avait besoin de quelqu'un qui comprenne à la fois sa fragilité et son feu intérieur. Dumont avait besoin de quelqu'un capable de donner une chair émotionnelle à ses compositions. La dynamique entre eux était complexe. Piaf était connu pour sa volatilité, ses brusques sautes d'humeur et ses répétitions éprouvantes. Dumont, à l'inverse, était discret, méticuleux et introspectif. Plus tard dans sa vie, il évoqua souvent la capacité de Piaf à consumer ceux qui l'entouraient, émotionnellement et psychologiquement. « Elle utilisait les gens », disait-il, « mais elle ne m'a jamais utilisé. Elle utilisait la musique. C'est cela que nous partagions. » Leur dernière collaboration, « Je m'en remets à toi », fut écrite pour Piaf en 1963 sur des paroles de Jacques Brel. La chanson ne fut jamais enregistrée. Piaf mourut le 10 octobre 1963
avant de pouvoir retourner en studio. Dumont dira plus tard qu'il continuait d'entendre sa voix chaque fois qu'il jouait cette chanson. Pendant des décennies, Non, je ne regrette rien fut universellement perçu comme l'hymne personnel de Piaf, une déclaration musicale de résilience et de défi face à son propre passé douloureux. On supposait que la chanson avait été écrite spécialement pour elle. Mais dans des entretiens accordés durant les dernières années de sa vie, Dumont commença à livrer un récit différent. « Je l'ai écrite pour moi », confia-t-il dans une interview en 2018. Il s'agissait de tout effacer. J'étais dans le désespoir. C'était ma façon de recommencer à zéro. Il expliqua que les paroles, initialement écrites par Vauquer sous le titre « Non, je ne trouverai rien », avaient été remodelées et réinvesties émotionnellement, non pas pour Piaf, mais à partir d'une expérience profondément personnelle. Dumont ne dit jamais à Piaf que la chanson n'avait pas été écrite pour elle. « Elle croyait qu'elle était à elle », affirma-t-il. « Et je l'ai laissé le croire. Peut-être avais-je besoin qu'elle y croie. » Une note audio privée, découverte par des proches peu avant la mort de Dumont, contenait une confession saisissante. « Peut-être que je regrette une chose, ne jamais lui avoir dit que c'était mon histoire. » Et pourtant, malgré cette vérité tue, Dumont a toujours reconnu à Piaf le mérite d'avoir sublimé la chanson. Et sa carrière. Elle lui a donné sa force. Elle lui a donné des ailes. Sans elle, je serais resté anonyme. Sans Piaf, j'aurais été oublié. La vie après Piaf. La mort d'Édith Piaf, le 10 octobre 1963, marqua une rupture profonde dans la vie de Charles Dumont, à la fois professionnelle et personnelle. L'intensité de leur collaboration au cours des 3 années précédentes n'avait pas seulement défini l'identité de Dumont comme compositeur, elle avait aussi redessiné toute sa trajectoire créative. Dans des entretiens accordés plus tard, Dumont reconnut le vide laissé par l'absence de Piaf. « Je n'ai pas écrit pendant 1 an », confia-t-il. La perte l'avait rendu inerte, à la fois sur le plan créatif et émotionnel. Durant cette période de deuil et de réflexion, Dumont recommença peu à peu à composer, mais l'évolution de sa direction artistique était manifeste. Il passa de l'écriture de chansons émotionnellement intenses pour la voix de Piaf à des collaborations plus larges et à des formats diversifiés. L'un de ses projets post-Piaf les plus marquants fut « Je m'en remets à toi », une composition sur des paroles de Jacques Brel que Piaf n'eut jamais l'occasion d'enregistrer. Dumont travailla par la suite avec Brel pour adapter la chanson après la mort de Piaf, et son caractère inachevé demeura symbolique de la fin brutale de leur partenariat. Tout au long de la fin des années 1960, Dumont poursuivit son travail de compositeur, écrivant pour le cinéma et la télévision. Il signa notamment la musique de Michel Vaillant, adaptation télévisée de la célèbre bande dessinée consacrée à un pilote automobile. Suivirent des travaux pour le cinéma, dont la bande originale du film Trafic de Jacques Tati, qui révéla sa polyvalence au-delà de la chanson vocale. Même s'il qualifiait ses projets de travail alimentaires, ils lui permirent de maintenir sa carrière pendant qu'il apprenait à vivre après Piaf. Au début des années 1970, Dumont entreprit une véritable réinvention. Encouragé par Sophie Macno, directrice artistique influente et ancienne assistante de Barbara, il se lança comme interprète. Macno lui aurait dit sans détour « Tu marches à côté de tes chaussures. Tu dois arrêter d'écrire seulement pour les autres. » Leur première collaboration, Ta cigarette après l'amour, fit immédiatement polémique. D'abord interdite d'antenne en raison de son titre jugé trop sensuel, la chanson gagna en popularité avec la libéralisation des mœurs après mai 68 et marqua la transition réussie de Dumont vers une carrière de chanteur. Au cours des 2 décennies suivantes, Dumont publia régulièrement des albums en solo, parmi lesquels Les Amours impossibles, Une chanson et une femme, ce dernier lui valant le prestigieux prix de l'Académie Charles Cros. Ses œuvres mirent en valeur sa voix de baryton profond et son goût pour l'intimité lyrique, suscitant des comparaisons avec d'autres grands chansonniers comme Serge Reggiani ou Léo Ferré.
Malgré son succès personnel, Dumont ne chercha jamais à se détacher de son lien avec Piaf. Bien au contraire, il demeura son ambassadeur musical le plus fidèle. Dans les interviews, il répétait inlassablement « Je dois tout à Madame Piaf ». Il participa à de nombreuses commémorations, interviews et émissions spéciales consacrées à sa vie et à son héritage. Ses mémoires publiées en 2012, non, je ne regrette toujours rien, ne se contentaient pas de retracer sa carrière. Elles constituaient aussi la reconnaissance, longtemps attendue, de leurs liens personnels et de leur symbiose artistique. En 2019, Dumont présenta ce qui devint son dernier grand projet, Piaf, la belle histoire d'amour, un concert théâtral mêlant récit et performance live. Créé au pavillon Baltard, le spectacle le voyait raconter ses souvenirs de Piaf tout en interprétant leurs collaborations les plus emblématiques. Il était accompagné sur scène par la soprano ukrainienne Victoria Vasalati, qui chantait de nombreux classiques de Piaf. Dumont décrivait le spectacle non comme un simple hommage, mais comme un acte de clôture. « Ce n'est pas de la nostalgie », disait-il au Figaro, « c'est une mission. » Charles Dumont s'est éteint dans son sommeil le 18 novembre 2024, à l'âge de 95 ans, à la suite d'une longue maladie. Au moment de sa mort, il vivait avec sa compagne Florence, de 34 ans sa cadette, qu'il avait rencontrée après un concert en Normandie. D'abord admiratrice fidèle, Florence était devenue sa compagne de vie. Dans l'une de ses dernières réflexions publiques, Dumont résuma son héritage avec une clarté saisissante. « Ma mère m'a donné la vie, mais Édith Piaf m'a mise au monde. » Ce n'était pas une simple marque de gratitude, c'était une ultime confession d'identité. Au final, la confession tardive de Charles Dumont n'a pas diminué l'héritage de Piaf, elle l'a approfondi. Non, je ne regrette rien et peut être né de son propre désespoir, mais il est devenu éternel grâce à sa voix. Il ne lui a jamais dit que c'était son histoire, et peut-être que ce silence était lui aussi un acte d'amour. Et vous, qu'en pensez-vous? Si Piaf avait su que la chanson n'avait pas été écrite pour elle, l'aurait-elle chantée autrement? Partagez votre avis en commentaire, et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres moments méconnus de l'histoire de la musique.